Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première table ronde de l'après-midi qui a pour sujet l'agriculture. Donc l'objectif de cette journée des univers shiftés, c'est de parler du gros projet qui a été mené par le Shift Project depuis mars 2020 qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Qui aborde tous les secteurs de l'économie française et qui essaie de tracer un chemin à mettre en place des actions pour arriver à ce qu'on appelle donc la neutralité carbone. Vous l'avez vu ce matin, on parle souvent d'agriculture. Finalement, quand on parle d'économie française, même si aujourd'hui, c'est vrai que alors pourquoi? Parce que tout le monde mange, mais aujourd'hui, la production agricole, elle représente, c'est quand même peu de personnes aujourd'hui en France qui font de la production agricole. Mais comme elle va être énormément impactée par ce plan, on a voulu faire une table ronde qui permet de discuter de toutes les propositions qui ont été faites par le Shift jusqu'à présent et d'échanger finalement avec donc plusieurs parties prenantes. Donc ça me permet d'introduire les participants de cette table ronde. Alors d'abord pour le Shift, donc Marion Kenzel qui est chef de projet au Shift sur le sujet de l'agriculture depuis décembre 2020. Tu as repris dessus, mars 2020. Voilà, et donc sachant que le projet a commencé en mars 2020 aussi. Et donc, vous travaillez, sinon, donc vous êtes le chef de projet Shift, et vous travaillez au sein de l'Institut de l'élevage. Ensuite, le deuxième intervenant, Arthur Grémontpont, qui est cofondateur des Greniers d'Abondance, qui est une association, donc je te laisserai présenter peut-être un peu plus en profondeur les travaux de cette association, mais cette association, elle œuvre pour ce qu'on appelle la résilience des systèmes alimentaires. Donc je te laisserai définir un petit peu, parce que c'est vrai que le mot résilience est assez compliqué quand même à définir. Et donc le troisième intervenant, qui est agriculteur, Michel Joux. Donc vous m'avez dit plutôt élevage ovin. Voilà, spécialisé dans l'élevage ovin. Et vous êtes président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles pour AURA, donc Auvergne-Rhône-Alpes. C'est de la même manière, vous pourrez peut-être vous présenter un peu plus en profondeur au cours de la discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais laisser la parole à Marion Kenzel qui va présenter de manière globale les travaux qui ont été menés pour l'agriculture dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Et ça va nous permettre d'introduire le sujet principal de notre table ronde, puisqu'en fait, on va le voir, on a un système qui va devoir évoluer énormément, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la consommation et derrière au niveau du système derrière alimentaire. Et nous, on va vraiment essayer de discuter aujourd'hui sur tout ce qui est relocalisation du système alimentaire, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et quels sont les outils qui vont être utiles et qu'on pourra appliquer pour atteindre derrière les objectifs du plan. Donc Marion, je vais te laisser, puis je vais passer les 2-3 slides qu'on a à ce sujet. D'accord, merci. Bonjour ou rebonjour. Alors, je ne sais pas si vous étiez là ce matin. Bon. Alors, vous les avez déjà vus, ces slides. Voilà, je suis passée vite dessus, mais on est quand même donc, dans le cadre du PTEF, là, sur un secteur qui a été découpé
mais largement, puisque c'est le système alimentaire donc une époque, on disait de la fourche à la fourchette, avec voilà, donc plusieurs activités à l'intérieur de cette filière alimentaire qui vont de la production, transformation, distribution, consommation. Et puis, vous le voyez, alors j'ai pas eu le temps d'approfondir ce matin, mais on s'adresse à des effectifs, à des groupes publics, enfin, en termes de messages de décarbonation ou de leviers à mettre en place très variés, avec quand même 400 000 fermes, modèle familial, donc il y a beaucoup d'agriculteurs. Qui sont en place et vers qui sont tournées ou vont être tournées les mesures qu'on va proposer. C'est pour eux, pour les accompagner dans la transition. Ensuite, sur c'est vrai qu'on appelle ça le goulot d'étranglement, hein, on le voit par les chiffres. Donc là, on s'est moins occupé de cette partie-là au shift parce qu'on manque de spécialistes là-dessus. C'est un peu notre boîte noire, donc on l'aborde que sur le volet des émissions de carbone qu'on peut recenser à travers l'industrie et puis lié au transport de marchandises. Donc c'est même d'ailleurs le fret qui intègre ces éléments-là dans ses calculs. Et à l'autre bout de la chaîne, on a le maillon de la consommation, donc là c'est un large public, puisque c'est tout le monde qui mange. Et avec cependant voilà, un levier identifié comme puissant, puisque à travers nos habitudes alimentaires, on peut interférer, faire évoluer les besoins de production et puis les besoins de transformation de distribution. Donc c'est vrai qu'au sein du shift, là, alors je l'ai dit ce matin peut-être un peu rapidement, mais on n'a pas fini les travaux, hein, c'est en cours encore. Donc il y a des choses qui sont posées, d'autres qu'on a remis un peu au calcul. Ceci dit, il y a quelques points qui restent notre feuille de route que je vous ai présentée ce matin. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Et c'est la diapo suivante. Voilà, c'est celle-ci. Qui est voilà, au niveau des modes de production, on va dire comme ça, de la partie amont de production agricole, donc des évolutions et de systèmes et de pratiques agricoles qui permettent de réduire les émissions de carbone. Et puis aussi, donc je l'ai dit aussi ce matin, c'est-à-dire transformer l'agriculture pour une agriculture multifonctionnelle. Alors, c'est pas inventé au shift, hein, c'est des courants qui sont dans les tuyaux, il y a la recherche qui a amorcé ça, et avec l'idée que l'agriculture n'a pas qu'une fonction productive, celle qui a été largement subventionnée par la PAC jusqu'à présent, mais qui demain, qui a aussi, elle a déjà aujourd'hui d'autres fonctions au niveau des maintiens des écosystèmes, des territoires. Elle peut avoir une fonction de puits de carbone, hein, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui autour de la neutralité carbone, et puis sur ses usages au niveau de l'énergie. Elle en utilise, mais il y a aussi des possibilités de production d'énergie, au moins pour ses propres besoins. Donc c'est un secteur qui est multifonctionnel, et avec toutes les questions de développement de cette multifonctionnalité et de faire monter, on va dire, comment je trouve pas mot, la prise en compte de tout ce qu'elle peut apporter en plus de sa production. Et puis sur les régimes alimentaires, là on a quelque chose qui a été travaillé par l'équipe précédente autour des régimes, alors qui est très sourcé soit par la communauté internationale, soit par l'Europe et puis par l'ADEME. Donc il y a plusieurs régimes, et il y a eu un travail collectif qui a amené à une proposition d'assiette moyenne.
Donc c'est vrai qu'il ne fait pas la part belle aux productions animales, hein, mais on ne s'en offusque pas pour autant, même en travaillant à l'Institut d'élevage comme moi. Parce qu'il y a de l'élevage vertueux qui peut répondre aux besoins de consommation de demain. Et puis qu'il y a d'autres productions qui peuvent se développer et amener l'alimentation dont les Français auront besoin. Et donc cette évolution des régimes permet de gagner évidemment beaucoup au niveau de l'impact carbone. Et donc il y a eu des travaux avec des groupes de shifters, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais je remercie tout le monde, pour être force de proposition autour de ce sujet-là qui concerne tout le monde, hein, de la nutrition, pour mieux manger. Et puis je reboot avec la santé, l'intervention là de ce matin aussi, l'approche One Health de l'OMS et la santé dans l'assiette, c'est tous les facteurs de prévention, on est bien sur le même sujet. Alors là aujourd'hui, dans les discussions là, on va s'attaquer aux propositions qui sont dans le cadre du milieu. Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir recueillir auprès de vous les idées sur finalement la partie où on a pour l'instant le moins travaillé, mais qui est très très important, puisque la reterritorialisation, relocalisation du système alimentaire derrière, c'est les chaînes logistiques, hein, c'est les questions de souveraineté alimentaire au niveau des territoires, surtout dans des périodes où on est impacté par le changement climatique. Il n'y a pas 2 années qui se ressemblent, où il n'y a plus une année où on n'entend pas des vignes congelées, des semis qui ont été noyés par l'eau, etc. Donc des questions de sécurité alimentaire qui surgissent. Et puis aussi un point très important que j'ai pas eu le temps de souligner ce matin, mais qui est crucial, qui concerne la sociologie, on va dire, et le renouvellement des actifs agricoles. Alors, ça a été dit dans les débats autour de l'emploi. Mais paradoxalement, on va avoir besoin de plus de fermes, de plus d'actifs agricoles, et c'est une population active qui n'arrête pas de baisser. Donc il y a un gros sujet et de formation, d'attractivité et puis de transmission des structures qui sont en place. J'ai fait peut-être une introduction un peu longue, je ne sais pas. C'est bon, ça fonctionne. Merci pour cette introduction. Donc, un des premiers objectifs que vous avez listé là dans le plan de transformation de l'économie française, c'est raccourcir les chaînes logistiques et définir un cadre de souveraineté alimentaire. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble de cette idée-là, en quoi, en fait, l'idée quel est l'intérêt aujourd'hui de relocaliser le système alimentaire et ensuite on pourra aborder peut-être le sujet de comment le faire. Mais déjà, pourquoi finalement relocaliser ce système alimentaire. Je vais donner la parole d'abord à Arthur ou non, allez. Merci. Donc pour compléter très rapidement ma présentation comme tu m'as proposé de le faire, je suis chercheur au laboratoire d'études rurales à Lyon 2, donc j'ai cofondé il y a 2 ans et demi l'association Les Greniers d'Abondance. Donc en 30 secondes, un grenier d'abondance, il y en a dans plusieurs grandes villes de France, il y en a notamment un sur les quais de Saône à Lyon, pour ceux qui connaissent Lyon, et c'est un bâtiment public qui servait à entreposer de grandes quantités de grains, en l'occurrence une quantité qui permettait de subvenir aux besoins de toute la population lyonnaise pendant 1 an, en cas de rupture d'approvisionnement majeure, ce genre de choses, comme ce qui pouvait arriver à l'époque où il y avait des pandémies qui pouvaient décimer un tiers de la population de la ville, donc des choses autrement plus alarmantes encore que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc les pouvoirs publics, à cette époque, début XVIIIe siècle,
avec comme première priorité de garantir la sécurité alimentaire de leur population. Et donc on prend ce bâtiment comme nom d'association, non pas parce qu'on conseille de construire des greniers d'abondance, mais comme symbole d'une époque où les pouvoirs publics se préoccupaient de la sécurité alimentaire de la population et intervenaient dans le système alimentaire, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui, comme je le préciserai tout à l'heure. Donc merci pour l'introduction du sujet. En effet, le transport n'est pas la part majoritaire de l'empreinte carbone du système alimentaire. La production, donc à la fois le mode de production et les types de production, représentent à peu près les 2/3 de l'empreinte carbone du secteur du système alimentaire en France. Donc on peut se demander à ce constat pourquoi s'intéresser prioritairement à la question du transport. En fait, le transport fait intervenir une dépendance majeure au pétrole notamment. Alors le pétrole et les hydrocarbures de manière générale sont le sang du système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc ce sont des énergies fossiles qui permettent en grande partie d'accomplir un besoin vital, primordial. Ils interviennent dans la fabrication des intrants en amont de la production agricole. Si on prend la simple synthèse d'engrais azotés, ça représente à peu près autant d'énergie que d'alimenter toutes les machines à la ferme. Donc c'est une dépendance énergétique non négligeable. Et en aval de la production, il y a tout ce qui relève de la logistique, puis du transport des consommateurs pour l'achat alimentaire. Et donc au total, le domaine des transports représente à peu près 1/3 de la dépendance énergétique du système alimentaire, avec une quasi totale dépendance au pétrole pour ce faire. Alors à quoi ressemble le secteur de la logistique et du transport alimentaire? Vous avez une importante spécialisation des régions, une importante concentration des entreprises de la transformation et de la distribution, qui fait qu'on a besoin de transports massifiés de longue distance. Il y a à peu près 30 000 semi-remorques qui traversent la France quotidiennement d'un bout à l'autre pour collecter des denrées agricoles dans des fermes, les acheminer vers des usines de transformation, acheminer des produits transformés vers des plateformes logistiques, dont certaines dépassent les centaines d'hectares, et ensuite collecter les produits transformés dans ces plateformes logistiques et les réacheminer vers les magasins de la grande distribution, où sont réalisés à peu près 90% des achats alimentaires en France. Donc quand on parle de ce type de système de distribution, on ne grossit pas le trait volontairement en prenant le pire, c'est le système de distribution très majoritairement représenté en France. Et une fois que le produit est dans le magasin de la grande distribution, c'est pas encore fini, parce qu'il faut que le consommateur puisse s'y rendre, et une grande majorité des déplacements pour l'achat alimentaire se font aujourd'hui en voiture. Il y a 6 communes sur 10, par exemple, qui n'ont plus le moindre commerce d'alimentation générale, et un foyer moyen en France se déplace toutes les semaines environ 60 km en voiture pour simplement faire des achats alimentaires. Donc on commence à se représenter la totale dépendance de ce système au pétrole. Donc ça commence à faire plusieurs bonnes raisons de s'intéresser à la relocalisation du système alimentaire et en particulier des transports. Et alors justement, quand on parle de relocaliser, c'est intéressant, comme tu as dit, de se demander qu'est-ce qu'on relocalise exactement. Par défaut, on pense spontanément à la question de la production agricole et de l'acte d'achat, on pense au circuit court, et on oublie assez souvent qu'une grande partie des produits qu'on consomme ont été transformés, et même sans parler d'hyper-transformation de ces produits récents, mais même des produits très simples comme de la farine, du pain, du vin, du fromage, de la viande, tout ça a été transformé, a fait l'objet d'une transformation. Et on a assisté ces dernières décennies à une concentration extrêmement importante, géographique, des usines de transformation. La conséquence de ça, c'est que ces usines géantes drainent leurs produits à transformer sur une grande partie du territoire national, voire à l'étranger. Si on prend par exemple le secteur laitier, il y a 10 sites industriels qui transforment plus des 2/3 du fromage et plus des 2/3 de tous les produits laitiers français. Si on prend le cas des céréales, il y a 30 moulins qui produisent plus de la moitié de la farine en France. Pareil pour l'élevage, il y a 20 abattoirs géants qui transforment à peu près la moitié de la viande. Donc on se doute qu'une usine qui engloutit des piscines olympiques de lait littéralement tous les jours, elle ne peut pas s'approvisionner en local, et donc nécessairement ce qui se produit, c'est que même un territoire où il y a une relative diversité dans la production agricole, la quasi-totalité de la production est exportée et la quasi-totalité des besoins alimentaires finaux de la population sont réimportés. Donc voilà, relocaliser, ça ne nécessite pas uniquement de relocaliser
des fermes et l'acte d'achat, mais de relocaliser toute une filière de production, notamment pour s'affranchir de cette dépendance majeure aux énergies fossiles pour accomplir un besoin vital. Merci pour ce retour. Je vais donner la main à Monsieur Joux, qui, pour répondre peut-être aux éléments qu'il a pu évoquer, et est-ce que vous pourriez également nous présenter un peu plus la vision que vous pouvez avoir sur la relocalisation, notamment dans l'idée de souveraineté alimentaire, puisque donc la FNSEA a sorti un manifeste sur ce sujet, et donc se veut moteur pour arriver à une souveraineté alimentaire française. Voilà. Oui, mais merci. Bien entendu, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de la relocalisation de la production, de l'alimentation, ce qui est certes très lié, ce qu'a dit Arthur tout à l'heure est totalement vrai. Aujourd'hui, la production française est bien localisée où il faut. Il faut savoir comment on peut arriver à sauvegarder tout ça. Parce qu'il est vrai, quand on regarde les chiffres de production, d'installation, mais également de balance commerciale, ça donne des indications. On avait une balance commerciale, alors certes, avec les vins et spiritueux, il y a 7 ou 8 ans, 11 milliards d'euros. Elle a à peu près à 5 ou 6. On nous annonce en 2023 une balance commerciale agroalimentaire à peu près négative, et en 2028, très négative. Donc, vous voyez, ça veut dire que là, on est en train de délocaliser une partie de la production, due sans aucun doute à ce qu'Arthur disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le système de transformation, mais également de commercialisation, est sans aucun doute pas le bon. On est dans un marché très libéral. Un marché très libéral, ça donne quoi? Ça donne qu'on travaille sur un système alimentaire qui est dicté par un prix, le plus bas possible. Donc, tant qu'on sera comme cela, et on l'est depuis longtemps, alors on a pallié à tout cela en France, sans aucun doute, peut-être qu'on est en partie responsable, par une augmentation des tailles d'entreprises agricoles, par une productivité qui accroît quand même assez régulièrement depuis pas mal d'années, où aujourd'hui, on est quand même dans un système, y compris avec les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, où il faut qu'on puisse changer les choses. L'état d'esprit des agriculteurs aujourd'hui ont bien compris qu'il faut qu'on puisse changer. Il y a déjà des choses qui ont été faites, mais il faut qu'on aille plus loin. Par contre, il ne faut pas laisser les agriculteurs tout seuls le faire, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Sans aucun doute, avec le système commercial qu'on a aujourd'hui, avec, on travaille sur des prix bas. Et les prix bas, avec des contraintes, y compris alimentaires et environnementales, qu'on a en France, qui sont très bien, on ne les dénigre pas, ce qui nous permet d'avoir des produits tracés, de très bonne qualité, qu'un process de fabrication qui est un des meilleurs au monde, il faut le reconnaître. Par contre, ensuite, on nous lance dans un marché, y compris sur le marché intérieur, dans un marché très libéral. Donc, l'équation entre les deux ne tiendra pas, ne tient plus. Donc, comment on fait ensemble, y compris avec les pouvoirs publics, pour essayer de trouver une alternative qui puisse nous permettre d'avoir des agriculteurs demain, des éleveurs, mais aussi des producteurs végétaux. Parce que si ce n'est pas le cas, il ne faut pas tourner en rond. Nous n'aurons plus d'agriculteurs, ou très peu d'agriculteurs demain. Quand je vous dis demain, c'est 5, 10, 15 ans. Donc c'est demain matin. Donc comment on peut faire ensemble pour essayer sans aucun doute de modifier les pratiques, parce qu'il faut le faire, on l'a déjà fait, mais il faut aller encore plus loin. Comment on peut avoir l'autonomie alimentaire, bien sûr, avec moins d'intrants, tout ça. Sur les produits phytosanitaires, ça coûte horriblement cher aux agriculteurs. Donc si on peut essayer d'avoir des solutions alternatives qui nous coûtent beaucoup moins cher et qui puissent, bien entendu, améliorer le système de production, nous on est d'accord. Par contre, où on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas le faire au détriment, y compris de la rentabilité agricole, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc comment on fait ensemble pour essayer d'apporter des vraies solutions aux agriculteurs? Ils feront les efforts nécessaires, mais comment on peut, y compris sur le marché intérieur, arriver, sans aucun doute, pourquoi pas en partie par la loi, GA1, GA2 en font partie, pour essayer d'avoir des relations commerciales plus équilibrées. Aujourd'hui, excusez-moi du terme, c'est tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort qui est en place depuis déjà plusieurs décennies, avec la grande distribution dans le premier temps, mais aussi les industriels qui ont attrapé le cas. Allez, je mets les coopératives dedans aussi. Mes collègues ne vont pas être contents, mais peu importe, parce qu'on a aussi des coopératives qui ne jouent pas le jeu. Comment on fait ensemble pour essayer d'organiser un peu tout ça, pour qu'on puisse avoir une certaine rentabilité économique,
pour qu'on puisse faire des choses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je suis très inquiet, je vous le dis. Je ne suis pas nature pessimiste, mais quand même. Si nous ne faisons rien, nous perdrons encore de la production. Et dans 5, 10, 15 ans, on va nous dire, il n'y a plus de production en France. Donc on mangera, on continuera à manger. Sans aucun doute, ça viendra de l'autre bout du monde. C'est assez stratégique l'alimentation, ça veut dire que ça viendra s'il y en a. S'il y en a peu, elle sera très chère, et s'il y en a point, eh bien, sans aucun doute, ça sera y compris stratégique, parce que la problématique, et je finirai par là, des Français depuis 1945, un peu plus tard, peut-être depuis les années 70, tous les gens qui sont ici, y compris moi, on n'a pas vécu le fait de manquer d'alimentation. Il ne faudrait quand même pas qu'on puisse déléguer le système de production à d'autres pays, parce que ça peut aller très vite, et ensuite être très dépendant économiquement, mais surtout par rapport à l'alimentation, et ça serait une erreur stratégique. Je ne suis pas sûr que les hommes politiques français, quels que soient les gens d'ailleurs, européens, aient bien compris l'enjeu de ce qui va se passer bientôt sur l'alimentation, et bien entendu l'alimentation est liée directement à l'agriculture française, mais également européenne. Et je pense que les chemins qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, y compris avec la PAC, c'était sans aucun doute, alors ils étaient adaptés peut-être à un certain moment, sont plus bons. Il faut changer. Alors, il ne faut pas changer uniquement sur des réglementations environnementales, il faut changer globalement pour savoir comment on porte une production agricole qui sera là encore demain, y compris avec des actifs d'ailleurs, parce qu'il ne s'agirait pas d'avoir des entreprises agricoles, pour des raisons économiques entre autres, puissent monter en grosseur, en taille, et d'avoir plus d'agriculteurs à leur tête. Parce que dans certains coins, chez nous peut-être pas trop, mais dans le nord de la France, on commence à avoir quelques exemples, où là, on a plutôt des fonds de pension américains, américains ou autres d'ailleurs, qui vont commencer à acheter des entreprises, et après on aura des multinationales qui vont... Ça pourrait être des coopératives aussi, d'ailleurs, il faut faire attention, qui pourront avoir, qui seront à la gouvernance, et au quittal, des fermes, qui seront très grosses. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut de l'actif sur nos territoires, sur tous les territoires, avec, bien entendu, toutes les productions. Et pour cela, il faut qu'on voie comment, ensemble, on arrive à trouver des vraies solutions pour répondre aux problématiques. Le titre tout à l'heure m'allait bien, puisque nourrir les Français, nourrir la population, je ne sais plus exactement en 2050, avec une agriculture vivante, je pense que c'est bien. Maintenant, comment, en termes de modalité, on le fait? Et c'est là la vraie question. C'est parfait, ça me permet d'enchaîner sur de ce que je comprends là, des premiers échanges. On a un accord sur le fait qu'il y a une volonté de changer, d'évoluer. Une perspective où ce que vous disiez, c'était donc une balance commerciale notamment qui devient de plus en plus négative. Donc ça veut dire qu'on a des importations qui augmentent. Et donc aujourd'hui, nous, l'idée c'est de travailler sur la relocalisation. Tout le monde est d'accord, mais donc comment est-ce qu'on le met en place? Est-ce qu'il faut travailler par filière? Est-ce qu'il faut travailler par territoire? Qu'est-ce que vous en pensez, Marion? Donc, je sais que vous avez travaillé sur des outils, notamment pour réfléchir sur les besoins en telle denrée sur chaque territoire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, on a travaillé sur un outil, mais dont on n'a pas encore publié les résultats. L'idée étant de pouvoir identifier où pouvaient être les points de tension par rapport à des potentiels de production, donc des orientations économiques, qu'on les appelle, liées au couple climat et sol. Et puis les pratiques actuelles aussi, parce qu'on ne fait pas table rase comme ça du jour au lendemain, en faisant évoluer selon différentes hypothèses. Donc ça c'est un premier point. Alors l'idée étant derrière de pouvoir transmettre ça aux décideurs de demain pour les aider dans leur prise de décision à identifier quels vont être les besoins de demain. Alors, on l'a fait plutôt sur les productions animales parce que moi j'avais l'expertise nécessaire, mais l'idée c'est de faire ça bien évidemment sur les céréales, les grandes denrées structurelles. On ne peut pas faire ça sur tout, mais pour avoir une vue comme ça.
Et après, alors effectivement, les questions qu'on se pose au chiffre, c'est les questions d'organisation, de gouvernance, de maillage par rapport à, à l'encadrement et à la mise en place de cet équilibre. Est-ce que ce doit être au niveau des communes, des communautés de communes? On sent bien que de toute façon, ça va se passer sur le territoire. Mais c'est de pouvoir fournir aux acteurs territoriaux quelques billes pour qu'ils puissent réfléchir à leurs besoins de demain dans un contexte où on se remettrait à pouvoir produire dans un rayon de proximité pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est vrai qu'on a regardé, on avait fait une table ronde autour des programmes d'alimentation territoriaux qui là actuellement sont moteurs sur ces sujets-là, avec beaucoup de diversité dans les choses qui se mettent en place, donc qui sont très inclusives et de ce point de vue assez intéressant. Le plan de relance là les booste un peu puisqu'il en a financé des supplémentaires et voilà, du coup c'était on est sur ces réflexions là de pouvoir avoir des retours d'expérience de mise en place de local à travers ces programmes d'alimentation territoriaux et pouvoir capitaliser là-dessus. Arthur, est-ce que vous voulez présenter un peu plus, parce que c'est un peu la raison, si j'ai bien compris, c'est bien la raison d'être de votre association en travailler sur la résilience de certains territoires. Donc c'est un outil pour aller pour relocaliser les filières. Quels sont, après 2 ans et demi de vie de l'association, qu'est-ce que vous apprenez? Sur quel territoire est-ce que vous avez mis en place cette méthodologie et quels sont les éléments les plus importants qui ressortent de votre expérience? Oui, effectivement, depuis 2 ans et demi, on a travaillé avec plusieurs collectivités territoriales, dont la métropole de Lyon, avec l'agglomération d'Angoulême, avec la ville de Paris récemment. Et donc la question qui se pose à chaque fois, c'est avec les moyens réglementaires, les compétences dont disposent les collectivités aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour relocaliser leur système alimentaire et le rendre moins vulnérable vis-à-vis d'un certain nombre de menaces globales, dont le changement climatique, la dépendance aux énergies fossiles, le déclin de la biodiversité, tout ça. Et donc un premier constat, et il faudra revenir dessus, c'est que sans changement des règles du jeu à l'échelle nationale, on aura du mal à aller vers une relocalisation à l'échelle territoriale un peu plus qu'anecdotique. Néanmoins, il y a déjà des choses que peuvent faire les collectivités dans ce contexte d'inertie politique très forte à l'échelle nationale et supranationale, qui a été évoqué par Michel tout à l'heure. Une commune, par exemple, alors il y a très souvent des études, parfois peut-être un peu réductionnistes, qui montrent que les circuits de proximité n'ont pas de plus-value certaine par rapport aux circuits conventionnels pour ce qui est de l'empreinte carbone, étant donné de l'absence de massification des flux. Donc un truc intéressant, c'est en effet de massifier, même à une échelle locale, des flux, et donc c'est pas tout à fait antagoniste. On peut par exemple créer un grossiste de proximité, un grossiste d'échelle de rayonnement départemental, disons, donc un marché d'intérêt local qui fournit un intermédiaire très intéressant entre un ensemble de producteurs et des responsables de la restauration professionnelle, collective ou privée. Et donc ça permet de lever beaucoup de contraintes, à la fois en termes de flux logistiques et de massification des coûts du transport et tout ça, et donc de fournir des débouchés à un ensemble d'agriculteurs qui se trouvent sur le territoire sans qu'ils aient exporté loin. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a essayé de lister un grand nombre d'exemples dont la plupart sont déjà mis en place par des collectivités dans un rapport qu'on a publié qui s'appelle « Vers la résilience alimentaire », qui est en téléchargement gratuit sur notre site internet. Et donc en effet, on cherche à prioriser ces différentes actions. Donc là, j'en ai donné une parmi de très nombreuses autres. Mais ce sera intéressant aussi d'aborder la question de ce qui pourrait être fait à l'échelle nationale.
Et donc, pour continuer sur l'idée de comment mettre en place cette relocalisation, quel rôle va avoir l'agriculteur pour vous dans cette volonté de relocaliser, d'approvisionner en denrées un territoire donné? Un rôle sans aucun doute principal, mais pas seul, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, un agriculteur dans sa commune, même s'il a toute la bonne volonté du monde de faire tout ce qu'il peut, tout seul il ne peut pas. C'est-à-dire que s'il a des débouchés qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu en termes de montant financier, en termes de rentabilité tout simplement, il a beau faire ce qu'il veut, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que globalement, je ne suis pas très inquiet, les agriculteurs ont une volonté, un esprit, en disant, sur leur territoire, ils vivent dans leur territoire, comme beaucoup d'entre nous, et ils ne veulent pas détruire leur territoire en termes de biodiversité, en termes de pollution, en termes d'empreinte carbone, sans aucun doute. Maintenant, comment on arrive, il y a des choses de fait, heureusement, comment on arrive à avancer? Alors, dans un premier temps, il faut faire un premier constat, parce que si vous voulez trouver des solutions, il faut quand même savoir où on en est. Et là, compris avec les chambres d'agriculture, les organismes consulaires, bien entendu, mais également toutes les organisations professionnelles agricoles, on arrive à avoir, depuis déjà une bonne dizaine d'années, on va peut-être l'attaquer plus tard, mais c'est déjà un premier point, fait des bilans, entre autres, de l'empreinte carbone par exploitation. Comme ça donne le ton, ça donne le constat, et ensuite, par exploitation, comment, ensemble, avec eux, avec bien entendu l'assentiment de l'agriculteur, on peut essayer d'améliorer les choses. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire, et il y a d'autres choses qui sont très faciles à faire. Et ça, on a déjà fait les choses, et des fois, on a des constats très positifs, d'ailleurs, en termes d'empreinte carbone, dans certaines exploitations, d'autres moins. Donc comment on peut faire, y compris avec... on a quand même des systèmes hyper pointus en termes de systèmes numériques dans les exploitations, GPS, logiciels qui vont avec. Il y a quand même des choses qui se font, qui sont intéressantes par rapport à des doses d'engrais, d'intrants et tout ça. Alors, si on parle bien entendu de zéro entrant, on n'est pas là-dessus encore, mais on a déjà des choses, parce qu'en fonction du potentiel du sol, de la plante, on arrive à faire des choses, y compris en termes d'irrigation. Là, il faut sans aucun doute aller plus loin, mais je vous le redis, et peu importe si je me répète, si pour maintenir des productions, quelles que soient les productions, quels que soient les territoires, il faut bien entendu travailler sur un système où on apportera une certaine rentabilité en termes de revenus à l'agriculteur. Ça passera sans aucun doute pas que par les circuits courts. Parce que dans un monde idéal où tout le monde va acheter tout ce qu'il a besoin à 3 km, ça serait très bien, mais c'est un peu utopique, sans aucun doute. Comment dans un système qui devient un peu plus court, mais dans un système quand même semi-organisé. Parce que la transformation, quand je dis à des produits, si vous achetez une courgette, c'est facile d'aller acheter au producteur du coin. Si vous achetez du lait en boîte, c'est pas si simple que ça. Vous pouvez aller acheter avec une bouteille chez le producteur du coin, sans aucun doute, mais si vous voulez acheter du fromage, tout ça, sans aucun doute, tous les concitoyens français ne pourront pas le faire. Donc comment on peut le faire? En réduisant au maximum, tout de même, les intermédiaires et tout ce qui est transformation, sans aucun doute, à l'autre bout du monde. Ça passe, encore une fois, par une structuration. Et dans un monde idéal, il faudrait, y compris les opérateurs, la grande distribution, on l'a dit tout à l'heure, et les industriels devraient aussi se pencher sur la question, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, ils ont l'aspect favorable, je veux dire, ils ont le rapport de force pour eux, depuis une quinzaine d'années, c'est pas plus. Et ça ne s'améliore pas. Donc si on continue à faire ça, sans aucun doute, quand vous avez un rapport de force favorable, eh bien on est tous un peu pareil. On voudrait que ça dure. Et malheureusement, le système agricole, et les agriculteurs en fait directement, puisqu'on a un système qui n'est pas équilibré pour nous. On a des solutions, et c'est là où il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, savoir comment on met en place, y compris peut-être par rapport à un rapport de force qui pourrait arriver en encadrement législatif. J'y crois quand même beaucoup, même si ça ne fera pas tout. Ça donne le ton. Quand le ton est donné, les gens et les opérateurs suivent. Quand le ton est donné plutôt sur un ton libéral, en disant c'est l'offre et la demande qui est le maître mot, qui est quand même en place depuis longtemps dans le système économique, y compris dans l'agriculture et dans l'alimentation,
Et quand on donne ce ton-là, et bien automatiquement, les opérateurs se mettent en route et se mettent en ordre de bataille. Et c'est les paysans souvent qui trinquent. Comment on pourrait, avec un encadrement, dans un marché libéral très ouvert, c'est pas facile, mais quand même, au niveau français, au niveau européen, je pense qu'on peut faire des choses pour qu'on puisse donner le ton, et ensuite, on pourra donner plus de rentabilité aux agriculteurs qui pourront, sans aucun doute, faire plus d'environnement, plus de biodiversité, et essayer de baisser l'empreinte carbone. Et c'est ça qui est intéressant. Mais, excusez-moi de me répéter, mais cet aspect de rentabilité agricole, qui aujourd'hui, il faut le dire quand même, il ne faut pas le dire, les revenus agricoles, je parle bien en moyenne, je ne parle pas d'exception, les revenus agricoles ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, par rapport à l'investissement, par rapport au temps de travail, par rapport à la passion. Vous le prenez comme vous voulez, je peux vous donner les chiffres quand vous voulez, ils ne seront pas à la hauteur de l'enjeu. Donc tant que ça sera comme ça, sans aucun doute, on perdra des agriculteurs et des actifs, et de la production. Et ça, je ne dis pas que c'est tout foutu, loin de là, mais ça va être temps quand même de remettre un peu dans ce cinéma pour qu'on puisse arriver à avoir demain et après-demain, donc 10, 15, 20, 30 ans, 2050, des agriculteurs sur le territoire qui vont continuer à faire des bons produits tracés, identifiés. Donc, pour rebondir sur vos propos, avec pour objectif d'avoir une rentabilité agricole pour un agriculteur, un deuxième objectif qui est de réduire les intermédiaires, et par ailleurs, ce que présentait Arthur, qui est que on a peu de transformateurs finalement. Vous avez pris l'exemple du lait, peu de transformateurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en fait ? Est-ce que pour augmenter sa rentabilité et réduire les intermédiaires, il faut que les agriculteurs deviennent leurs propres transformateurs aussi ? Donc c'est un changement de métier. Ou est-ce qu'il faut mettre en place des intermédiaires, mais qui seraient à la fois locaux et qui feraient à petite échelle pour aller toujours dans cette idée de relocalisation. Je vais donner la parole à... Oui, je partage vraiment ce qui a été dit par Michel. En fait, malgré son rôle absolument vital, et à la différence d'autres secteurs qui ont un rôle fondamental pour la société, comme l'accès à l'eau, à l'éducation ou à des soins médicaux de base, les pouvoirs publics interviennent à la marge ou très peu sur le système alimentaire. Et la conséquence directe de cela, c'est que le système alimentaire s'auto-organise suivant les conventions économiques en vigueur, qui sont la rentabilité des actifs financiers, la maximisation des profits et l'externalisation des coûts, que ceux-ci soient sanitaires, sociaux ou environnementaux. Alors les coûts sanitaires, on assiste à une dégradation très rapide des indicateurs de santé publique. On a une explosion de l'obésité qui a été multipliée par 3. On atteint 20% de la population française à peu près, en seulement 20 ans. Cette multiplication par 3. Pour ce qui est des coûts sociaux, elle concerne la très inégale répartition de la valeur ajoutée au sein du système alimentaire. Donc on pourrait donner énormément de chiffres concernant la rémunération des agriculteurs. Il y en a un qui est assez frappant, c'est que sur 100 € d'achat alimentaire, il y en a en moyenne 6,50 € qui reviennent aux agriculteurs en France. Sur 100 €, il y a 6,50 € qui reviennent aux agriculteurs. Et enfin, pour ce qui est des coûts environnementaux, alors pour le coup, ils sont proprement inchiffrables, puisque le système alimentaire et l'activité humaine qui est systématiquement une des premières causes, voire la première cause, de la dégradation des grands équilibres sur lesquels la planète repose pour être habitable. Alors il y a le climat, qui est le cœur du sujet ici, mais il y a également la circulation de l'eau, il y a l'usage des sols, les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore. Et donc toutes ces perturbations, ce n'est pas le fait d'un certain nombre d'acteurs mal intentionnés qui cherchent à tout détruire, c'est simplement une conséquence tout à fait logique et attendue du fait qu'une entreprise privée a une incitation directe à externaliser les coûts qu'elle peut externaliser pour ne pas les inclure dans son bilan financier et comptable. Donc effectivement, reprendre la main sur le système alimentaire, ça consiste à réguler. Et alors, Michel l'a dit tout à l'heure, les agriculteurs ont un rôle, les consommateurs certainement aussi, néanmoins, ils n'ont pas un rôle suffisant pour à eux seuls faire changer le système à la hauteur des enjeux en présence.
Par exemple, l'agro-industrie a des pouvoirs considérables pour influencer le consommateur dans ses pratiques d'achat, probablement bien plus que nous si on dit acheter plus local, acheter... Et donc il faut prendre ça en compte, et le régulateur public, son rôle est précisément de faire prévaloir le bien commun, l'intérêt général, sur des intérêts privés. Et ça ne se fera pas de façon naturelle. Donc, par exemple, pour ce qui concerne la relocalisation du système alimentaire, une entreprise aura toujours un intérêt pratique, individuel, à tirer parti d'une ressource aussi utile que le pétrole si son coût est considéré comme nul, comme c'est le cas aujourd'hui. Un particulier aura toujours ou presque un intérêt à faire quelques kilomètres de plus pour acheter moins cher ses aliments. C'est tout le problème de la théorie des jeux, si vous voulez. La poursuite de son intérêt individuel n'a aucune raison de coïncider avec l'intérêt général, et le régulateur public est là pour intervenir sur cette question. Donc il y a plein de façons dont on peut agir. Il y a effectivement via une meilleure distribution des aides de la PAC, qui représente quand même un des premiers budgets européens. La France reçoit annuellement 9 milliards qui vont aujourd'hui principalement à l'agrandissement et à la productivité des exploitations. Donc ce n'est pas vraiment l'enjeu. Si on veut assurer notre sécurité alimentaire dans le futur, il faut que les exploitants agricoles puissent vivre dignement de leur métier, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'ils soient plus nombreux, et puis que la production soit moins dépendante de ressources extérieures et contribue moins à dégrader justement ces équilibres dont on dépend pour vivre. Donc la PAC pourrait être revue en profondeur. On pourrait aussi envisager, ça c'est une proposition qui est soutenue par diverses organisations, une proposition très intéressante à mon sens, qui concerne la sécurité sociale de l'alimentation. Il s'agit en fait de sécuriser un budget pour l'alimentation chez les ménages. Donc par exemple de prélever une centaine d'euros à l'ensemble des citoyens et de redistribuer 100 euros à l'ensemble des citoyens, 100 euros qui puissent être distribués pour des circuits qui font l'objet d'un conventionnement. Donc des circuits, par exemple, où prévalent les circuits courts, les circuits de proximité et une agriculture de qualité. Et donc là, on crée des débouchés très conséquents pour une agriculture locale, de qualité. On rétablit un peu cette question de la valeur ajoutée dans le système alimentaire en faveur des agriculteurs. Et par ailleurs, on dote la population française d'un accès universel et équitable à l'alimentation, qui est un besoin fondamental au même titre que, et peut-être même avant la santé, puisque c'est une condition d'accès à la santé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et même des bonnes idées. Alors je peux peut-être juste compléter par les idées que nous, on avait dans le PTEF là, pour pousser un peu tout ça, qui était ciblé consommateur et information du consommateur, pour pouvoir l'orienter ou mieux l'orienter et l'influencer dans ses choix de consommation. Donc c'était de reprendre l'idée du Nutri-Score pour le Carbon Score pour les produits alimentaires, donc avec évidemment des produits qui, s'ils voyagent beaucoup entre la production et la transformation, peuvent être fortement impactés sur leur bilan. Donc il y a l'ADEME qui travaille là-dessus avec une base agribalise justement pour pouvoir donner des éléments le plus fin possible qui intègrent même les usages agricoles mis en œuvre plus ou moins vertueux par rapport au carbone pour pouvoir étiqueter au mieux les produits. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait, oui, un peu sur la même idée que la sécurité sociale. Alors, c'était pas ça, mais c'était l'idée de pouvoir subventionner, accompagner justement les pratiques vertueuses. Alors là, c'est de l'accompagnement positif. Et puis après, on pourrait imaginer effectivement de la réglementation qui vienne sanctionner des pratiques, soit d'industriels, soit de distributeurs qui vont pas dans le bon sens. Et puis, donc avec soit des contributions économiques ou alors des normes pour encourager les changements. D'accord, donc finalement, sur le sujet de la relocalisation, ce que je retiens là des éléments qui ont été présentés, c'est un besoin d'avoir les pouvoirs publics qui aient un rôle régulateur à ce sujet, et l'idée de
pouvoir finalement mettre en place des politiques aussi sociales à destination des consommateurs pour pouvoir acheter aussi des produits locaux et aider à ce que les prix permettent de rémunérer les agriculteurs français. Maintenant, et je voulais aborder un autre sujet, c'est que, et ça a été abordé par M. Joux en début de l'échange, c'était, oui, on est conscient qu'il y a un besoin de relocaliser, encore faut-il qu'il y ait des agriculteurs. Et c'est vrai que cet enjeu-là est crucial pour les années à venir et constitue une partie assez importante du plan de transformation de l'économie française, que ce soit au niveau de la transmission des exploitations actuelles, de l'installation de nouveaux agriculteurs, ou même de la prise en compte du fait que les opérateurs, les agriculteurs puissent aussi avoir de la main-d'œuvre, qu'elle soit saisonnière ou sur toute l'année, dans leurs exploitations. Donc, est-ce que, Marion, ce serait possible de nous présenter les premiers éléments, en tout cas, sur lesquels vous discutez dans le plan sur l'emploi? Alors, on en est surtout là où on s'entend, c'est sur le constat. C'est important de bien cibler la problématique pour trouver des solutions au problème. Et donc le constat, qui je pense partager ces chiffres qui parlent, par la profession aussi, avec un déclin de la population agricole. Donc là actuellement, on est à 2% de la population active qui travaille dans l'agriculture. Le nombre d'exploitations nous est présenté à peu près 400 000 fermes, ça doit être un peu plus, mais en gros, comme on perd 20 000 exploitations par an, on ne doit pas être loin là en 2021. Et donc, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Même la MSA, tous les organismes qui travaillent là-dessus, s'accordent à dire que aujourd'hui, la population agricole n'est plus capable d'assurer son propre renouvellement, entre guillemets, dans le sens où, c'est vrai qu'historiquement, comme c'est une agriculture familiale, la transmission restait dans le cadre de la famille, enfin, j'allais dire peut-être sur un modèle assez patrimonial. Donc on le sait là, il va falloir faire venir une population qui ne provient pas de la population agricole, qui ne vient pas du monde rural, puisque maintenant c'est 80% de la population en ville, donc c'est des flux qui étaient de l'exode rural, mais il faut passer à une sorte d'exode urbain, il faudrait. Et donc, alors, beaucoup d'organismes travaillent sur ces questions. Ceci dit, voilà, ça reste une problématique dont il faut s'emparer avec des propositions. Alors, il y a des expériences, là, on a des espaces tests, on a relevé un certain nombre d'expériences positives. Il y a des organisations aussi enfin des structures émergentes, j'allais dire, qui se mettent en place pour favoriser la transmission du patrimoine sur le foncier, sur la prise en charge des investissements par un collectif bancaire, et puis voilà, on va arriver pour favoriser la transmission, parce que c'est la question aussi de la transmission des outils. On appelle ça, je ne sais pas si c'est un gros mot, mais du démembrement de fermes pour pouvoir faire des reprises par grappe de ferme, donc pouvoir, là où il y avait un agriculteur sur une grosse structure qui coûte très cher et qui n'est pas reprenable par des gens qui viennent de l'extérieur, mais pouvoir travailler avec des collectifs d'investissement et puis voilà, associatifs à des structures qui sont habilités et qui ont les compétences pour accompagner les porteurs de projets à installer 3-4 nouveaux arrivants
Donc voilà, donc on expertise actuellement des propositions comme ça, des idées pour mettre sur la table des solutions, enfin des expériences positives qui pourraient donner envie de venir dans l'agriculture. Alors, et par rapport à ces... Donc là, vous avez présenté quelques exemples. Ce sont des exemples qui ont pour but de rendre attractif, en fait, et possible aussi. Donc c'est à la fois une idée d'attractivité et de possibilité de s'installer en agriculture. Est-ce que vous avez quel est votre retour sur ce type d'exemple-là? Et quels sont aujourd'hui, de votre côté, ce qui est mis en place pour rendre possible et attractif le fait de devenir agriculteur demain? L'attractivité du métier d'agriculteur n'est pas un souci, parce qu'on a des jeunes, y compris qui viennent d'ailleurs, du monde agricole, qui sont dans nos collèges, dans nos lycées, qui voudraient s'installer en agriculture. Alors, certains qui ont des visions un peu, comment dire, un peu olé des choses, et d'autres qui sont sans doute bien plus sérieux, parce que quand on est agriculteur, on ne peut pas être agriculteur pour dire on va vivre à la campagne et tout va bien se passer. C'est pas ça le métier d'agriculteur. C'est bien entendu produire de l'alimentation, produire aussi de la biodiversité, mais pour ça, il faut aussi avoir un chiffre d'affaires, parce qu'autrement, vous n'avez pas de revenus, même si le revenu doit évoluer. Par contre, comment maintenant on peut arriver à passer de l'envie du jeune à reprendre une ferme, qu'il puisse le faire? Et c'est là, dans toute ambiguïté, plus la ferme est grosse, vous l'avez dit, plus c'est compliqué. Parce que souvent les jeunes n'ont pas un matelas, un financier qui arrive. Alors, certes, les banques prêtent, tout ça, mais quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des systèmes d'installation en GAEC, en société, où aujourd'hui on partage le travail, le capital et la gouvernance. Il se fait beaucoup de choses comme ça, mais il faut qu'on aille un peu plus loin pour que les jeunes qui viennent et qui n'ont pas trop d'argent puissent arriver à racheter du capital d'entreprise et à pouvoir avoir de l'activité. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse garder, entre guillemets, le modèle familial. C'est quoi un modèle familial? C'est pas le fils qui reprendrait un père, c'est un modèle où l'agriculteur détient le capital et la gouvernance. C'est ça le modèle familial. C'est pas autre chose. Et ça, il faut qu'on puisse le garder. C'est un modèle particulier en France, alors dans d'autres pays un peu, mais quand même pas aussi développé qu'en France. Et ça, si on peut arriver à le garder, pour le faire, ça nécessite quand même de garder des fermes qui soient d'une taille humaine, entre guillemets, quoi. D'une certaine taille. Parce que, bon, on est là pour dire une chose, moi je veux bien que les jeunes s'installent avec 3 vaches et 2 moutons, très bien, et puis peut-être vivre des fois un peu avec la PAC, même si elle peut être réorientée. C'est pas ça l'agriculture de demain. L'agriculture, c'est quand même une agriculture qui continuera à produire du bien alimentaire. Et en plus, comme vous l'avez dit, produira plein d'autres choses, de la biodiversité, de l'entretien de l'espace, de la ruralité, de la vie dans les villages, quoi, tout ça. C'est ce qu'on fait déjà, d'ailleurs, mais il faut continuer à le faire. Et ça, pour donner un coup de main aux jeunes qui peuvent venir, et qui, on a une nécessité pour qu'ils viennent, hein, parce qu'autrement, on sera plus personne, il n'y aura plus personne demain, et donc plus de biens alimentaires non plus. Comment on fait concrètement, et y compris par rapport à une parole politique qui n'est pas toujours à l'auteur de l'enjeu, je vous le dis quand même, parce qu'on est souvent dénigré. Alors, quand on fait un sondage, 82, 5, 88% des Français aiment bien les agriculteurs. Par contre, ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, des fois on en prend plein la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est le bon terme. Parce qu'on est dénigré. Je ne dis pas qu'il peut y avoir d'excès ici ou là, hein, d'accord, mais un jeune qui veut reprendre un métier comme ça, il ne faut pas non plus qu'on puisse l'assommer tous les jours, de lui dire qu'il fait tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, la parole politique, y compris au plus haut niveau, doit aussi dire qu'on a une belle agriculture, c'est une des plus belles du monde, parce que comme on dit, d'ailleurs, c'est certains scientifiques qui le disent depuis plusieurs années. Il faut l'améliorer. Mais n'empêche que c'est pas en disant qu'elle ne vaut rien qu'on va l'améliorer, parce que c'est pas vrai. C'est une nécessité d'améliorer les pratiques, sans aucun doute, je vous l'ai déjà dit 2 fois. Il n'y a aucune ambiguïté dans l'esprit des agriculteurs qui sont en place.
Maintenant, comment on le fait? Il faudra sans doute un peu de temps aussi. Hein. Je veux dire, si vous voulez tout chambouler en 6 mois, ça ne passera pas. Et on le fait avec des méthodes et également avec une valorisation des agriculteurs. C'est-à-dire que si on veut leur imposer des choses qu'ils ne comprennent pas, ça ne passera pas. Par contre, si on explique, si on a des choses qui sont très cohérentes, là, ils embrasseront le projet et ça se met en place, peut-être 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, peu importe. Mais 5 ou 10 ans à l'échelle d'une profession comme ça, c'est tout petit, hein, c'est vraiment court. Et si on le fait, moi je suis quand même là par contre très optimiste sur le fait de trouver des jeunes qui feront de la production de biens alimentaires et qui feront également des améliorations, une mobilité collective, on va dire, avec tout ce que je vous ai déjà dit, biodiversité et compagnie. Et ça, je pense que c'est un enjeu stratégique. Mais ça, il ne faut pas qu'on s'affronte entre ce qu'on appelle plutôt les gens qui sont plutôt de l'environnement, les autres qui sont plutôt de la production, tout ça. Si on ne le fait pas ensemble, on ne le fera pas. Il faut se dire les choses. Donc, comment on fait ensemble? Et quand on est ensemble, c'est plutôt un équilibre qu'il faut trouver. C'est pas moi j'ai raison et vous avez tort. C'est un équilibre. Je ne dis pas que c'est facile, mais si on y arrive, je pense qu'on mettra des jeunes. Et bien entendu, au passage, par là, il faudra aussi rétablir un peu l'équilibre de la rentabilité, qui n'est pas l'autre enjeu, je le redis, c'est une réalité. Et si on ne passe pas par là, on n'y arrivera pas. Et une dernière chose, quand même, pour dire un chiffre, grosso modo, on estime à peu près que la ferme France, toute production confondue, une belle ferme en France, c'est à peu près 5 milliards d'euros en chiffre d'affaires qu'il faudrait retomber sur les entreprises agricoles. C'est un gros chiffre, mais vous ramenez ça au litre de lait, au kilo de viande, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on passerait de 12,5% du montant des revenus moyens français consacrés à l'alimentation aujourd'hui, qui n'a jamais été d'ailleurs aussi bas. On était à 30 pour 25 ans, 12,5, je ne sais pas si on va arriver plus bas, parce qu'à un moment donné, ça va être délicat. On passerait de 12,5 à 13. Pas d'enjeu financier, il y a juste un enjeu stratégique et politique. Donc il faut juste savoir si ensemble, on le met en place ou pas. Moi, je suis assez d'accord qu'il faut aller en discuter. Et ce n'est pas une histoire de pouvoir d'achat. Contrairement à ce que certains nous disent, on ne peut pas monter le pouvoir d'achat, donc on ne peut pas monter les prix agricoles. C'est des foutaises. Ce n'est pas ça la réalité. Donc, politiquement, il faut savoir ce qu'on veut. On va avoir une agriculture forte demain, avec des actifs, avec une agriculture qui, bien entendu, aura beaucoup de choses à faire en termes d'amélioration des recommandations, y compris environnementales. C'est ça qu'on veut avec des biens alimentaires demain pour nourrir nos Français, ou on veut un système libéral qui va cabosser, excusez-moi du terme, pas très, mais il a choisi qu'il va cabosser des agriculteurs, et au final, on n'aura plus demain. Et c'est ça l'enjeu des quelques mois et des quelques années à venir. Arthur, est-ce que vous voulez rebondir sur ces propos? Et puis finalement, parce que ça va nous permettre de terminer et de passer à la partie des questions. Oui, alors, il y a deux questions. C'est pourquoi il faut plus d'agriculteurs et comment on a plus d'agriculteurs en France. Alors pourquoi la question est légitime? Parce qu'on peut voir que depuis plusieurs siècles de progrès agricole, de révolutions agricoles successives, la productivité n'a fait que croître et la population agricole a systématiquement décru au fur et à mesure que la productivité augmentait. Donc aujourd'hui, on arrive à des niveaux de productivité colossaux entre un travailleur qui travaillait à la main dans les champs il y a quelques siècles, ou il y a un siècle, et un agriculteur qui a un tracteur, il y a un rapport de 1 à 400 en termes de productivité à l'hectare, de productivité par travailleur. Et donc, en conséquence de quoi, la population agricole est extrêmement faible, c'est moins de 3% des actifs, moins de 1% des Français aujourd'hui. Donc pourquoi il faudrait inverser cette tendance qui finalement est assez stable et continue historiquement? C'est parce que précisément on atteint des niveaux extrêmement faibles et puis que la raison pour laquelle la population agricole a diminué, celle de la hausse de la productivité, ne va pas se maintenir dans les années qui viennent. Cette hausse de la productivité, c'est systématiquement faite par un agrandissement des exploitations, par une simplification du système de production, une spécialisation des fermes,
Et tout cela va, et puis par une intensification des besoins en engrais, en produits phytosanitaires, en matières premières, tout ce qui va avec la productivité, en machinisme également. Et tout ça va à l'encontre, disons, de la prise en compte des menaces que j'ai décrites plus tôt. Donc comment s'affranchir d'une partie des besoins en énergie, comment résoudre le problème du déclin de la biodiversité, mais il va falloir des fermes plus petites, plus diversifiées, plus familiales, ça a été dit, et donc beaucoup plus d'agriculteurs. Il y a plusieurs scénarios qui ont été élaborés à différentes échelles, l'un à l'échelle française par Solagro, l'autre à l'échelle européenne par l'IDRI, pour essayer de montrer à quoi ressemblerait un système alimentaire qui prenne en compte simultanément l'ensemble des enjeux à prendre en compte. Donc ils sont nombreux, il y a le climat, la biodiversité, l'eau, la répartition de la valeur ajoutée, tout ça. Et donc ces scénarios convergent sur un certain nombre de mesures clés, sur un certain nombre, disons, de déterminants clés du système alimentaire. Premièrement, il va falloir des exploitations plus nombreuses, plus petites et plus diversifiées, donc plus d'agriculteurs. Et donc ça ne nécessite pas nécessairement des ruptures technologiques majeures. On entend souvent des solutions de l'agriculture connectée, des tracteurs 5G, mais tout ça va plutôt dans le sens d'une augmentation de la productivité. Ce n'est pas l'enjeu clé aujourd'hui, à mon sens en tout cas. Il va falloir plus d'agriculteurs qui apprennent à tirer profit du fonctionnement des écosystèmes à l'échelle locale aussi. Et deuxième point clé de ces scénarios, c'est un changement assez radical des pratiques de consommation, notamment une baisse de la consommation des protéines d'origine animale, tout simplement parce qu'à apport nutritionnel équivalent, un régime carné ou avec beaucoup de protéines animales requiert plus de ressources pour être produit. Alors malheureusement, il y a une conflictualité inhérente à dire ce genre de choses. Alors là, je parle en plus avec un éleveur, quelqu'un qui a travaillé à l'Institut d'élevage, et je pense que ce que Michel a dit est tout à fait raisonnable. Il ne faut évidemment pas que cette transition se fasse à l'encontre des agriculteurs. Ils sont ni responsables finalement d'un système qui prévaut aujourd'hui, ni responsables de porter la transition, alors qu'ils sont déjà souvent un peu la corde au cou, niveau rentabilité, tout ça. Donc il va falloir accompagner cette transition et en fait aller vers des élevages plus petits, plus diversifiés, plus extensifs, ne va pas du tout à l'encontre du mouvement de diminuer notre consommation de viande. C'est en fait deux choses qui convergent tout à fait. On va passer à la partie des questions, s'il y en a dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Bonjour, merci. Je voulais rebondir par rapport à cette notion d'exode urbain qui a été évoquée tout à l'heure. Je voulais savoir si vos chiffres, vous aviez réfléchi au conflit d'usage de foncier que ça pouvait susciter, puisque plus de monde dans les campagnes, c'est forcément plus de monde à loger. Et voilà, par rapport aux usages de foncier agricole qui sont déjà un sujet très important pour les agriculteurs. Alors, formellement, nous, on n'a pas au niveau de l'agriculture, il faut voir avec le logement, mais travailler ce sujet. Mais moi, je suis à la campagne, a priori, je ne suis pas inquiète parce que vu le nombre de logements vacants qu'il y a actuellement, parce que ceux qui sont arrivés en ville, ils ont laissé des logements à la campagne. Je pense que c'est plutôt un sujet de rénovation que de remobilisation de foncier pour le logement. Voilà. D'ailleurs, c'est un appel. Hein, si vous voulez quitter la ville, la campagne peut vous accueillir. Il n'y a pas de souci, c'est pas cher. Bonjour, c'était très éclairant cet échange. Je me demandais si en fait, l'agroforesterie ne peut pas prendre plus de place dans l'agriculture, pas forcément en demandant aux agriculteurs qui font des céréales de faire de l'agroforesterie, mais par exemple en entourant par exemple, des couloirs de monoculture par des forêts comestibles qui, elles, protégeraient les monocultures contre les ravageurs, les maladies, tout en fournissant en fait de l'azote et aussi donc, du potassium. Donc ça serait ensemble et par exemple ces forêts comestibles pourraient être gérées par d'autres personnes. Les revenus fixes reviendraient à l'agriculteur. Ça permettrait
chose plus rentable, et en plus, donc, en enlevant le coût des engrais, des pesticides, herbicides, enfin, toutes ces choses qui finalement sont nécessaires pour l'instant, mais on devrait se passer. Alors, je peux répondre parce qu'on regarde ça de près, enfin on épluche les travaux sur le sujet. Donc il y a la communauté technique et scientifique qui travaille là-dessus. Enfin, dans les propositions du Shift, quand on dit les techniques émergentes, on est bien là-dessus. C'est-à-dire, c'est l'agroécologie, l'agroforesterie, toutes ces pratiques, la permaculture. Donc on sent bien que ça c'est quelque chose qui est nécessaire, qui va se développer, sauf que c'est des sujets qu'on n'a pas travaillé. Voilà, donc qui sont en expérimentation, en innovation, et là on voit émerger des initiatives qui sont intéressantes, et j'allais dire dans les propositions du Shift, ça serait plutôt de dire comment on structure la recherche-développement autour d'innovateurs, parce que finalement ces techniques-là, c'est des paysans aujourd'hui qui les mettent en place et qui peuvent être expérimentateurs pour le collectif, et quel serait voilà, le montage organisationnel pour qu'après ça puisse se déployer sur le terrain auprès des formateurs, auprès des agriculteurs évidemment, et puis des futurs aussi agriculteurs. Donc on en est à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas notre sujet que de travailler ces choses techniques. Il y a des instituts techniques qui le font, mais c'est voilà, de regarder quelles peuvent être les propositions pour booster un peu ces initiatives intéressantes. Nous, on n'est absolument pas du tout opposé aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques, tout ça. Ce qu'il faut, et on a bien dit, il faut que ça soit quelque chose qui nous apporte quelque chose. Parce qu'autrement, si on le fait pour le bien commun, on va le faire, mais je ne suis pas sûr que ça se mettra en route partout. Dire mettre des arbres tous les 12 mètres et puis dire qu'il n'y a pas besoin de mettre d'intrants au milieu, tout ça, bon, dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on a déjà fait des évaluations, tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut évaluer, et qu'il faut expérimenter, évaluer, et ensuite, si ça apporte quelque chose à l'agriculteur, ne vous inquiétez pas, l'agriculteur le mettra en place, parce que c'est comme ça que ça marche. Par contre, si on lui dit maintenant, demain matin, on n'a absolument rien expérimenté, tu mettras ça là, on te donnera 3 sous avec la PAC pour le faire, économiquement on le fera, mais ça ne tiendra pas la route. Il faut que ça soit, faut pas contraindre, mais par contre, il faut faire valider à l'agriculteur. C'est pas ce que vous avez dit, il n'y a pas d'ambiguïté, mais je voulais le redire. C'est-à-dire que comment on valide ensemble des choses pour que ça puisse se mettre en place et qu'on puisse améliorer les choses ensemble. C'est ça, alors, je ne suis pas en train d'évangéliser le truc, là, mais comment, parce que si on le fait contre, là, bien sûr, des fois, il faut donner le ton, d'accord et des fois, y compris politiquement, y compris la PAC, il faut donner le ton et en donner une direction. Ça, on expérimente. Mais il y a aussi les organismes techniques, là, mais bien d'autres, qui peuvent expérimenter ça, et ça se fait depuis longtemps d'ailleurs, et heureusement. Mais il faut qu'on y aille, il n'y a pas de problème. Oui, je suis shifter en Suisse et par ailleurs médecin. Et alors, la question de la santé a été un peu évoquée, mais à mon avis, pas assez. Pas assez. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment un travail extrêmement important à faire de souligner les liens. Quand vous évoquiez la diminution de l'investissement des familles au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut voir, c'est qu'en parallèle, c'est l'augmentation des coûts de la santé qui atteint 11-12% à peu près. Donc les courbes vont s'inverser, et là, c'est absolument dramatique. Et M. Roux, j'avais aussi une question plus spécifique.
c'est sur la conscience des agriculteurs sur leur impact sur la biodiversité. Je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie conscience de cet impact. Comme vous le savez probablement tous, on est actuellement dans une situation catastrophique. On a 70 à 80% des insectes qui ont disparu, entre 30 et 40% des oiseaux qui ont disparu. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à 90 ou 99%? Et là, il y a un vrai enjeu au niveau santé. Mais vous vouliez pas répondre à la question avant ou... Non, ok. Moi, c'était une question sur un peu le dernier sujet qu'avait évoqué Arthur, je crois, c'est sur la viande. Vous, de votre point de vue, justement, comment est-ce qu'on peut accompagner le monde de la viande pour réussir à aller vers une alimentation moins carbonée? Parce que bien sûr, c'est le métier d'énormément de gens, donc il ne faut pas que ce soit trop brutal. Et de votre point de vue, qu'est-ce qui est possible de faire? Comment ça peut se faire? Moi, en toute transparence, j'ai cofondé les non-fermiers, donc je suis de l'autre côté, je promeus le végétal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire sur le monde de la viande. Et je serais assez preneur d'avoir votre avis. Merci. Moi, juste une question sur la partie relocalisation justement de la consommation. Est-ce qu'au final, tout ça n'est pas simplement une question de maîtrise des volumes produits? Et quand j'entends maîtrise des volumes produits, c'est à la fois produit sur le territoire, importé sur le territoire et exporté avec des systèmes de quotas et des systèmes de contrôle aux frontières. Ce qui, me semble, n'a été pas fait depuis 30 ans. On a passé les 30 dernières années à détricoter tous ces systèmes-là. Est-ce que le problème de la délocalisation de l'agriculture ne vient pas, in fine, comme pour l'industrie, de cette politique? C'est pas quelle question. Donc sur les quotas, sur la dernière question, malheureusement, on dépend d'accords commerciaux, la politique agricole commune, l'Europe, pardon, et la France, au niveau des produits agricoles, dépendant d'accords commerciaux qui empêchent formellement d'intervenir à ce niveau-là. La parade, il y a des parades qui sont mises en place. Je pense je peux en citer une en particulier au niveau européen. Je sais que je travaille dessus par ailleurs sur la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire pour contrer les importations de soja. L'idée, c'est de faire une réglementation pour faire d'imposer dans les filières du soja non OGM, ce qui donne une norme qui permet de mettre une contrainte qui empêche, on va dire, ces importations. Sinon, on est dans un monde ouvert avec un commerce ouvert. Et alors effectivement, on peut être force de proposition politique pour changer tout ça, mais comment dire, ça n'empêche pas, hein, mais la marche est haute, quoi. J'allais dire, on va commencer par œuvrer au niveau d'un niveau où on peut intervenir, et dans l'environnement, on est plus difficilement acteur. Enfin, je vais laisser un professionnel répondre. Et je vais passer la main pour les autres, peut-être, les autres questions. Alors, les questions étaient très diverses, c'est difficile de les factoriser. Pour ce qui concerne la santé, j'ai essayé d'en dire un mot tout à l'heure. J'ai parlé de l'explosion de l'obésité. Pour moi, ça provient du fait, en effet, que le secteur alimentaire est considéré comme un secteur économique comme un autre et que les conventions
en place sont celles de la maximisation des profits. En fait, une entreprise agroalimentaire n'a aucun d'impact négatif dans son bilan si elle rend beaucoup de gens obèses, si la proportion de sucre raffiné dans les aliments augmente, si la malbouffe progresse très vite, ce à quoi on est en train d'assister. En France, un peu moins vite d'ailleurs que dans d'autres régions, peut-être à cause des pratiques alimentaires. Sur la question de la biodiversité, c'est en effet assez dramatique, la vitesse de déclin de la biodiversité. Je ne serais pas favorable à pointer les agriculteurs du doigt, pas plus que les consommateurs d'ailleurs, pas plus que par exemple je mettrais en cause la responsabilité d'un pharmacien dans un scandale sanitaire lié à la commercialisation d'une molécule. Finalement, l'agriculteur n'a aucune évidemment mauvaise volonté quand il utilise une molécule écotoxique. Simplement, il a des conseils techniques, il a une analyse de terrain qui n'est pas une analyse scientifique objective. Si on lui dit d'utiliser tel ou tel type de molécule qui a des conséquences désastreuses sur l'environnement, mais malheureusement, il n'en a pas une perception directe et objective. Donc, une des grosses causes du déclin des insectes, c'est l'emploi des pesticides, dont l'utilisation augmente encore ces dernières années, malgré les plans éco-phyto mis en œuvre par le gouvernement. Et une autre cause, c'est la simplification des écosystèmes, et cette simplification, elle a en partie lieu à cause de la spécialisation des exploitations et de leur agrandissement, qui se fait tout simplement dans un souci de rentabilité économique, à un moment où les agriculteurs peinent à dégager des marges de revenus suffisantes. Donc à nouveau, la question de la juste répartition de la valeur ajoutée et d'une PAC distribuée différemment pour des fermes plus petites, plus diversifiées et tout ça, commence à donner une partie de la réponse assez sérieuse à cette question. Sur la question de l'élevage, enfin, comment transiter vers finalement moins de production d'élevage. Donc ça doit être accompagné bien sûr par moins de consommation d'élevage, parce que sinon on va se mettre simplement à en importer d'ailleurs. C'est très lié à la question qui a été posée tout à l'heure. Et effectivement, la France importe de plus en plus de poulets, par exemple, de l'étranger. Est-ce que la réponse à ça doit être produire beaucoup plus de poulets? À mon sens, bien sûr que non, parce qu'on va continuer à aggraver les conséquences environnementales dont le secteur de l'élevage, et non pas les éleveurs en particulier, est responsable. Et donc, en effet, le secteur de l'élevage, je pense qu'il y a une partie de l'élevage qui doit, ou qui du moins peut être préservé dans les années qui viennent, et c'est celui d'un élevage de qualité, extensif, qui préserve des prairies et tout ça. Charge à nous de décider ce qu'il en adviendra dans les décennies qui viennent, mais ce n'est pas l'élevage prioritaire sur lequel travailler. L'élevage prioritaire, c'est celui qu'on ne voit pas quand on se promène dans la campagne, et c'est aussi celui qui constitue la majorité de l'élevage en France. Ça, c'est difficile à assumer et difficile à dire, mais par exemple, en élevage porcin, 95% des cochons aujourd'hui sont élevés sur caillebotis, en bâtiment, ils ne verront jamais le jour de toute leur vie. C'est à peu près les mêmes proportions pour les poules pondeuses ou les poulets de chair. Donc l'élevage très majoritaire aujourd'hui est très fortement industrialisé, et c'est celui-là qui va diminuer très rapidement dans les années qui viennent, d'après moi. Je ne sais pas, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, il n'y a pas de problème, je ne veux pas répondre à toutes les questions. La santé, je ne pense pas que les agriculteurs font déjà beaucoup d'efforts pour que la santé soit là, pour qu'on puisse faire des bons produits, il faut continuer. Il faut qu'ensuite les industriels puissent aussi faire ce qu'il faut, parce que des fois, c'est des fois un peu délicat également. Bon, sur la viande, moi, je veux bien qu'on mange moins de viande, c'est aussi un plaisir de manger de la viande, c'est un cadeau. Mais bon, je veux bien qu'on mange moins de viande et qu'on puisse manger des sojas qui viennent du monde OGM. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein, maintenant, j'ai tout dit et rien dit. Il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ça. Et c'est ça qu'il faut chercher, l'équilibre. Sur les insectes, moi, je ne suis pas sûr que nos agriculteurs sont responsables de tout. Hein. Je rejoins Arthur. Sans aucun doute, on a quelques responsabilités, mais il ne faut pas non plus trop charger la nappe, parce que quand elle sera trop chargée, elle va aller au fond et il n'y aura plus personne. Et il y aura encore des insectes qui vont disparaître, donc il faut qu'on fasse gaffe. Mais il faut trouver des vraies solutions, on va en parler. Et sur les volumes, peut-être que le mot de la fin, on a un système de production en France qui est quand même important encore, y compris dans le lait, dans la viande, dans d'autres choses. Quand vous allez acheter du lait ou de la viande, c'est souvent du lait et de la viande française. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, comme on a sur un marché très libéral, c'est souvent avec des prix à la production qui sont calés sur un prix international. Et c'est là qu'il s'impose ceci. Et là, c'est vraiment le mot de la fin, la transparence des marges dans notre pays, dans le système libéral qu'on voit. Il faut que la transparence des marges soit au cœur du débat. Parce que
vous voyez la courbe des prix à la consommation, elle monte depuis 30 ans, et les prix à la production soit stagnent, soit baissent. Il y a quand même une problématique entre les deux, et je pense qu'il faut qu'on puisse trouver des vraies solutions. Et le mot de la fin, sans aucun doute, améliorer la rentabilité pour améliorer le système de production. Merci. Merci. Merci à tous les trois, merci à vos retours et merci à tous d'avoir été présents à cette table ronde.